Le mensonge a envahi la politique. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire confiance à personne. Il se pourrait que l'ère de la post-vérité a entièrement rempli le paysage médiatique de conneries, menant jusqu'à un système de gouvernance entièrement construit sur le mensonge. La logocratie, oh mon Dieu! Mais est-ce que finalement, tous ces trucs de post-vérité et de logocratie, c'est pas en soi déjà un écran de fumée en fait, finalement? Moi, c'est un petit peu ça la question que je me pose. Aujourd'hui, on va effectivement parler de Clément Viktorovitch et de tous ces concepts gaze avec lesquels il jongle depuis maintenant plus de 2 ans, à savoir la post-vérité et la logocratie. C'est pas la première fois que vous m'avez déjà entendu critiquer ce concept que je ne trouve pas très efficient, ni très efficace, ni très mobilisateur. Et on va en reparler un peu plus en profondeur aujourd'hui. Clément, si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas une attaque personnelle contre toi, mon beau Clément. Je t'apprécie, j'apprécie ton contenu, je te suis depuis quand même un sacré bout de temps. Simplement, je trouve que tes analyses sont parfois un petit peu trop idéaliste, voilà, et moi je suis quelqu'un de plutôt matérialiste, donc c'est normal qu'on soit pas d'accord, ok, tout va bien, donc voilà, je vais essayer de pas être trop méchante, parce qu'aujourd'hui le projet c'est surtout de critiquer ce concept et cette vision-là du monde, parce qu'en fait, il y a des gens qui pensent, et moi je suis pas d'accord avec ça, qu'on est dirigé par des discours, qu'on est dirigé par des idéologies, qu'on est dirigé par, on va dire, une certaine vision du monde, ce qui n'est pas tout à fait faux sur la partie vision du monde, mais nous ne sommes définitivement pas dirigés par des discours. Nous sommes dirigés par des bourgeois, une classe qui nous domine tous et toutes et qui n'a jamais rien eu grand-chose à faire de la vérité, pour être parfaitement honnête, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Voilà, commençons déjà par Clément lui-même qui va nous introduire à son petit concept. Que se passe-t-il quand la parole publique est utilisée pour camoufler, cacher ses responsabilités? Quand gouverner devient un art de ne pas dire? La logocratie, c'est une pratique du pouvoir dans laquelle le gouvernement se permet d'utiliser le mensonge comme un mode quotidien de communication. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis avec Donald Trump, plus de 30 000 mensonges dans le seul premier mandat. C'est ce qu'on a vu en Grande-Bretagne avec Boris Johnson, au Brésil avec Jair Bolsonaro. Et je montre ou je tente de démontrer dans cet ouvrage que c'est marrant, il cite que des personnalités d'extrême droite. Et il voit pas fondamentalement le lien, j'ai l'impression. C'est ce que nous avons vécu en France pendant 8 ans. Quand on reprend l'accumulation des mensonges mis en évidence Ah non, parce que lui, il est contre Emmanuel Macron, et Macron, il n'est pas d'extrême droite. Par Emmanuel Macron et ses ministres, on est face à un amoncelat tout à fait étonnant, tout à fait perturbant même, de voir à quel point cela a été utilisé. Par exemple, 2019, grand débat national. Voilà, donc tout a commencé avec Donald Trump. Avant ça, on vivait dans un univers dans lequel la démocratie, en fait, c'était super. Et en fait, les gens, ils avaient accès à la vérité. Et du coup, grâce à ça, en fait, on pouvait diriger le pays de façon éclairée, j'imagine. Emmanuel Macron est face aux élus de l'outre-mer. Il prononce cette phrase. Il ne faut pas, je le cite précisément, il ne faut pas dire que le chlordécone est cancérigène parce que c'est pas vrai et que ça agite les peurs. Fin de citation. Il est évidemment immédiatement contredit par les scientifiques. 3 jours plus tard, communication officielle de l'Élysée dans le journal. Non, il a jamais dit ça, mais son bouquin commence littéralement quand même sur ça. Et l'exemple qu'il donne de l'origine de la post-vérité, c'est quand même assez systématiquement Donald Trump. Vous pourrez pas me l'enlever, ça, les gens? Le Monde, je cite, le président n'a jamais dit que le chlordécone n'était pas cancérigène. Fin de citation. Comment ne pas voir là le mensonge explicite, les yeux dans les yeux? Et des exemples comme ça, je les donne dans le livre, il y en a des dizaines et des dizaines qui s'accumulent. Et à la fin, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une démocratie qui se dévore de l'intérieur, dans laquelle, alors que le pouvoir devrait éclairer les citoyens, il entrave leur capacité de formation. Et ça, c'est vraiment une vision que je partage pas. Le truc de le pouvoir devrait éclairer les citoyens. Genre, déjà, tu pars du postulat que c'était le cas avant. Du jugement. Que se passe-t-il? Et donc, il a pas dit logocratie, mais si, il l'a dit au tout début, je crois, son truc de logocratie. Pour lui, du coup, c'est un mode de gouvernance particulier. Et du coup, c'est un rapport, en fait, avec le pouvoir, sauf que je suis pas vraiment d'accord. Enfin, genre, le concept de logocratie, là, de trucs liés au mensonge, c'est pas du tout comparable à d'autres concepts en cratie, genre démocratie, genre monarchie, tous ces trucs-là, tu vois, ça marche pas bien. Et alors oui, du coup, sa taille est effectivement très libérale parce que pour lui, du coup, en fait, si on veut avoir une démocratie qui fonctionne, il faut absolument que genre il y ait zéro fake news. Et qu'à partir de là, du coup, la démocratie, c'est bon, ça fonctionne. Sauf que ça, c'est une vision qui est très discours centrée. Et au final, si tu démontes un petit peu son concept de logocratie, c'est, je trouve, un peu sa vision du monde qui finit par se voir. C'est-à-dire que littéralement,
le terme logocratie, ça fait logoré, oui, je sais, mais ça veut surtout dire logos, kratos. Logos, le discours, kratos, le pouvoir. Donc en gros, ça veut surtout dire que pour lui, le pouvoir est détenu par le discours. Et que, genre, c'est avec des discours qu'on arrive à convaincre les gens, et ensuite les gens viennent voter pour nous. Et en fait, c'est comme ça qu'on prend le pouvoir dans une démocratie. Sauf que c'est pas tout à fait vrai. La vérité, c'est que les gens sont surtout pétris de contradictions internes et sont pétris, enfin, sont littéralement genre modelés par leur environnement, qui fait aussi qu'ils vont voter pour telle ou telle personne, et ça se voit notamment dans les classes sociales. Donc c'est pas juste du discours, c'est pas en mode on est tous des êtres neutres qui arrivons de façon neutre face à des politiques qui nous délivrent des discours idéologiques, et qu'ensuite en fonction de ça, on décide de choisir lequel nous plaît le plus. Souvent tu votes surtout par rapport à ta classe en fait, genre tout simplement. Et tu votes aussi par rapport à des vrais projets politiques concrets, ce qu'on a pu dans ce pays depuis quand même un bout de temps. Euh, Quant au rapport au mensonge, moi j'avoue que je suis toujours un peu sur le cul que les gens soient en mode oh là là, on a commencé à mentir depuis Donald Trump. Je sais que c'est pas exactement ce qu'il dit les gens, mais c'est quand même un peu ce qu'il dit, je suis désolé. Genre, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, c'est pas des gens qui ont fait l'impasse sur un maximum de mensonges durant tout leur mandat. Même Napoléon Bonaparte ou des gens comme Adolf Hitler, c'était des gens qui étaient plutôt habitués aux mensonges. Nixon, Jacques Chirac. En fait, c'est pas si nouveau que ça. Ce qui est nouveau, c'est qu'on avait réussi à nous convaincre qu'on était dans une espèce de démocratie éclairée et qu'en fait, on se rend compte que c'était des conneries. Ça, oui, c'est vrai. C'est peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est un peu nouveau, mais ça fait quand même longtemps qu'on a cette analyse, en tout cas à gauche, qui s'en battent les couilles de la sociologie, qui s'en battent les couilles des sciences. Je veux dire, littéralement, moi, ça va quand même faire un moment que je milite dans l'écologie. Encore aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de politiques qui prennent vraiment à bras le corps cette question correctement et qui sont toujours en train de balancer un maximum de fausses vérités et de mensonges, en fait. Genre, y compris les écolos de chez Europe Écologie Les Verts et y compris la France Insoumise sur certaines choses, tout le monde. Donc, au bout d'un moment, je peux sortir des tonnes et des tonnes et des tonnes d'exemples de discours qui sont des discours purement mensongers qui existent dans, dans le discours public depuis super longtemps et qui ont toujours été des immenses mensonges. Genre, prenez par exemple le trou de la Sécu. C'est des conneries. Tout ce qu'on vous raconte sur le trou de la Sécu, c'est du mensonge. C'est des conneries. Passer au 100% Sécu, ça ferait économiser de l'argent à tout le monde. La Sécu, ce n'est pas un gouffre financier qui avale de l'argent, c'est quelque chose qui nous fait faire des économies à tous, en tant qu'individu, autant que en tant que nation, en fait. Et pourtant, ça rentre pas dans la post-vérité, alors que ça va faire 50 ans qu'on a ce discours-là. Prenez le discours sur l'assistanat. Je veux dire, tout le discours médiatique autour de l'assistanat, c'est un immense ramassis de mensonges. Ça va faire genre des dizaines d'années que les gens nous regardent droit dans les yeux en nous expliquant que les gens vont profiter des allocations pour aller s'acheter des écrans plats ou ce genre de conneries. Genre, ça fait littéralement des années et des années et des années que les politiques nous mentent en permanence et qui créent des discours qui sont basés sur des conneries parce que ça ne les arrange pas, la science ne les arrange pas et je veux dire bah c'est pas nouveau quoi. Enfin, peut-être que là ils le font de façon un peu plus explicite parce qu'ils s'en battent les couilles, mais surtout parce qu'ils ont pas le temps. Mais enfin bref, moi c'est la critique principale que j'ai à apporter à ce concept-là, mais on va digue un peu plus en profondeur toutes ces histoires. Attends, laissez-moi juste faire mon overlay un peu correctement. Hop, on va digue un peu plus en profondeur ces histoires, avec notamment du coup un petit article de la part des camarades de Position Revue. Je sais pas qui c'est qui l'a écrit celui-ci. On peut aller regarder ça vite fait. On peut aller regarder ça vite fait. Où est-ce que c'est écrit? C'est Evan Welkin. Bah écoute, force à toi. En tout cas, on va regarder ça. Je découvre l'article en même temps que vous. Je n'ai lu que le premier paragraphe. On va voir si j'ai des trucs à redire. L'impasse Viktorovitch, une rhétorique creuse pour une crise béante. Star de l'analyse politique sur les réseaux, Clément Viktorovitch entend s'imposer dans le débat intellectuel sous des airs de pamphlets anti-Macron. Son livre Logocratie recycle un vieux fantasme centriste, celui d'une démocratie harmonieuse et rationnelle, subtilement trahi par des démagogues venus fausser les règles du jeu. Bou bou bou, il faut débunker tous ces vilains démagogues. L'histoire commence en 2016, lorsque Donald Trump remporte la présidentielle américaine. Les médias du monde sont saisis d'effroi. Aucun d'entre eux n'est capable d'expliquer cette victoire inattendue. Ils brodent alors le concept de post-vérité. Nous serions entrés dans une ère... Ce qui d'ailleurs, moi, genre, en fait, le fait que l'origin story de la post-vérité, ça soit déjà basé sur le truc de Donald Trump, je trouve qu'il y a un côté aussi extrêmement paternaliste vis-à-vis des gens qui ont voté pour Donald Trump. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, les gens qui faisaient de l'analyse, ils étaient en mode,
c'est pas possible qu'il ait réussi à les convaincre parce que il est trop méchant. Donc en fait, c'est forcément qu'il a réussi à les tromper. Et donc c'est par la post-vérité qu'il a réussi à les tromper avec des mensonges. Sauf qu'en fait, si tu regardes concrètement, non, les électeurs de Donald Trump, ils avaient une vision du monde qui était claire. Les électeurs de Donald Trump, ils avaient une vision du monde qui correspondait à sa vision de la politique à lui, et ils n'ont pas voté pour lui au hasard. C'est pas parce qu'ils se sont fait tromper, hein. Genre, ça veut dire quoi paternaliste? Paternaliste, concrètement, ça veut dire que tu infantilises les gens. C'est peut-être plus clair dans ce sens-là. Par exemple, genre, quand tu vas regarder je sais pas, une meuf, tu vois, et tu vas commencer à lui expliquer des trucs qu'elle sait déjà faire pertinemment, mais que tu lui expliques comme à une gamine, et bah t'es paternaliste avec elle. Parce que du coup, tu l'infantilises. Genre, c'est deux concepts qui s'articulent ensemble. J'espère que c'est clair. Et donc, du coup, d'être en mode, voilà, et moi, ce qui m'a gêné, c'est que c'est ce truc de, mais non, mais en fait, les pauvres aux États-Unis, c'est juste qu'ils n'avaient pas assez d'éducation, de culture, de trucs du genre. Et ça me dérange, en fait, comme discours. Nous serions entrés dans une ère où les citoyens ne chercheraient plus à faire la différence entre le vrai et le faux dans leur choix politique. Aucune excuse pour les électeurs. Les journalistes leur avaient mâché le travail, eux qui avaient démonté chaque mensonge, dénoncé chaque outrance, exposé le moindre scandale, mais rien n'y fait. L'oncle Sam confie les clés du pays aux bonimenteurs de l'immobilier et, et ce, en connaissance de cause. Même chose en Grande-Bretagne avec le Brexit, au Brésil avec Bolsonaro. Avec la post-vérité, l'appareil médiatique tenait d'un coup l'alibi parfait. Un miroir tendu au peuple, lui renvoyant sa propre image comme responsable unique du désastre. Plus besoin d'interroger la classe sociale, l'austérité ou le mépris de classe. La faute logée dans le cerveau manipulé des citoyens. Alors, Clément, je pense, il y reste défendre en disant mais non, le problème, ce n'est pas la force des citoyens, le problème, c'est que ce sont des menteurs, et ce sont la classe dominante qui est manipulatrice. Sauf qu'en fait, dans la façon du coup dont tu tentes de les sortir de cette soi-disant manipulation, tu finis par tomber dans un truc dans lequel t'expliques qu'il faudrait que les gens s'informent mieux. Et du coup, tu vas travailler pour que les gens s'informent mieux et penser que c'est ça qui va résoudre le problème. Sauf que c'est pas le cas. C'est beaucoup trop individualiste en fait. Il faut réfléchir à des solutions collectives et à de l'organisation collective. 9 ans après ce mythe fondateur, Clément Viktorovitch reprend le flambeau. À force de mensonges, la post-vérité nous aurait d'ores et déjà fait sortir de l'orbite démocratique. Alors moi j'aurais pu dire que c'est le général de Gaulle qui avait fait ça, mais bref, nous vivrons désormais en logocratie, une manière de gouverner où les dirigeants utilisent la parole officielle pour entraver la capacité du peuple à se former un jugement éclairé. Rien de vraiment nouveau, il s'agit au fond d'une déclinaison pratique de la post-vérité, à une originalité près, celle d'étendre le concept au-delà des leaders d'extrême droite pour l'appliquer à la communication d'Emmanuel Macron. Et jusque-là, c'est assez logique. Je veux dire, Emmanuel Macron, c'est quand même le roi du populisme. Enfin, souvent on accuse la France insoumise de faire des choix par électoralisme, mais alors que franchement, c'est Macron l'expert là-dedans. Et pour le coup, Macron, il correspond à une catégorie de dirigeants assez spécifiques, hein, qui sont les gens qui préparent l'arrivée du fascisme. Un petit peu comme l'était la démocratie française avant Pétain. Un petit peu comme l'était la démocratie allemande avant Hitler. En fait, c'est un dirigeant napoléonien qui prétend faire une synthèse gauche-droite bizarre, et ça finit toujours par virer en truc autoritaire, et du coup ça finit par reprendre les mêmes principes que l'extrême droite. On rappelle, c'est quoi la conclusion de Johann Chapoutot, hein? Les nazis n'ont jamais pris le pouvoir, c'est le centre qui leur a donné. Évitons d'entrer tout mauvais procès. Viktorovitch ne dit pas que Macron a inventé le mensonge en politique, mais plutôt que celui-ci l'a rendu systématique. Avant 2017, nous dit-il, le mensonge était vu comme particulièrement infamant, et tout dirigeant prit la main dans le sac s'exposait à une punition en règle, citant les affaires Cahuzac et Bokassa qui ont coûté à l'un sa carrière et à l'autre sa réélection. Contrairement à ses prédécesseurs, Macron et son entourage mentiraient de manière assumée, décomplexée, au point de nier la réalité même, en présence d'éléments accablants, sans jamais avoir à en payer le prix politique. L'auteur déroule alors une litanie d'exemples. Bayrou qui nie que malgré toutes les évidences avoir été au courant des agressions de Betaram, Darmanin qui couvre les violences policières. C'est vrai que Darmanin c'est le premier ministre de l'Intérieur à couvrir la violence policière, il n'y en avait jamais eu avant bien sûr. Sibeth Ndiaye qui dément la pénurie des masques en pleine crise de Covid. Oh ils ont écrit la Covid. Et position revue là, c'est quoi, vous êtes les petits chiens de l'Académie française ou comment ça se passe? Bref. Il convient de sérieusement relativiser la nouveauté de ces manipulations. Si le mensonge de Macron nous paraissent si frappants, c'est avant tout parce qu'ils sont récents. Il suffit de gratter un peu la mémoire politique pour retrouver, bien avant 2017, des exemples tous aussi saisissants.
Pensons au mythe du résistentialisme gaulliste, d'une France qui, dès le premier jour de l'occupation, se serait levée comme un seul homme contre l'occupant. Un récit d'État dont nul homme sortant des ruines de la Seconde Guerre mondiale ne pouvait ignorer l'imposture. Ou aux mensonges gouvernementaux autour du massacre de Charonne, j'ai plus la date, hein, quand la police accusera tour à tour des émeutiers, puis des membres de l'AOS déguisés en policiers, le tout malgré des centaines de témoins. Alors, soit ces mensonges, d'une gravité au moins comparable, n'étaient pas suffisants pour caractériser une dérive vers la logocratie, même s'il faudrait quand même en expliciter les critères, soit Viktorovitch ne s'est même pas donné la peine d'examiner sérieusement les formes antérieures du mensonge d'État avant l'ère de la post-vérité. En procédant ainsi, il cède à un présentisme qui efface les continuités historiques des falsifications du pouvoir pour ne laisser qu'un seul coupable, le dernier en dette. Macron. De manière générale, le maître rhétoricien montre une fâcheuse tendance à blanchir les gouvernements passés pour mieux charger sa cible du jeu. Exemple, lorsqu'il accuse Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal, alors ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, d'avoir été les premiers à utiliser leur position gouvernementale pour faire rentrer le concept d'islamo-gauchisme dans le débat public, à une période où son usage restait confiné aux colonnes des journaux réactionnaires. C'est oublier que le concept avait déjà été satellisé sous le quinquennat socialiste en 2016 comme ambassadeur un certain Manuel Valls, fortement influencé en cela par les thèses du printemps républicain. Parce que oui, en termes de mensonges, le printemps républicain, ça se posait quand même là, hein, sur les trucs par rapport à l'islamo-gauchisme. Puis pareil, reprenez le concept, tu sais, genre, on pourrait même, tu le dis très, très justement dans le chat, on pourrait même revenir en avance, encore avant ça, je suis désolé, mais islamo-gauchiste, c'est juste l'ancien judéo-bolchevique. Genre, c'est-à-dire que le terme est même pas si nouveau que ça, en fait. Et d'ailleurs, si vous regardez concrètement la propagande anti-communiste, la propagande anti-marxiste qu'il y a eu à partir de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à encore aujourd'hui, il y a des mensonges là-dedans. C'est quand même rempli que de mensonges. Genre, si on regarde, enfin, si tu t'intéresses à tant soit peu, mais vraiment à tout petit peu, vraiment, tu t'intéresses vraiment au tout début du travail des décoloniaux, tu captes que la post-vérité, c'est pas ni d'hier ni d'aujourd'hui. Je veux dire, sur le simple plan de la colonisation et sur le simple plan des colonies, en fait, l'ère de la post-vérité, c'était autre chose, hein. C'était encore autre chose, hein. On était quand même sur un niveau de gaslight et de mensonge de la population qui était pas dégueu, hein. Puis on peut même revenir sur des périodes avant ça, la guerre du Vietnam et tout. Enfin, il y a plein de trucs à dire. Macron face aux hommes grenouilles. Ce chapitre va me plaire. Pour celui qui fut, incroyable mais vrai, un temps chroniqueur sur CNews. Oui, c'est vrai que Viktorovitch était chroniqueur sur CNews. L'idée d'exceptionnalité de la rhétorique macroniste est cruciale car elle est le socle de son récit. Celui d'une nouvelle forme de pouvoir fondée sur la manipulation par le langage. Ce qui, je n'imagine, n'a absolument rien à voir avec un biais qu'il pourrait avoir en tant que rhétoricien, bien sûr. Emmanuel Macron emploierait des techniques de manipulation inédites, capables d'empêcher l'opinion de se forger un avis éclairé sur ses décisions. Il pointe l'usage abusif du répertoire tenant au pragmatisme, au bon sens et autres évidences pratiques, autant de registres dépolitisants qui permettent d'imposer aux citoyens des choix idéologiques comme s'ils allaient de soi. À cela s'ajoute le désormais célèbre « en même temps » macroniste qui rassemble en conciliant des idées contraires et le recours au concept mobilisateur, je crois, ces mots consensuels, progrès, liberté, égalité, qui ont le bon goût d'être suffisamment flous pour que chacun y projette ses propres attentes. Résultat, les électeurs, tout en sachant pour qui ils votaient, étaient tenus dans l'incapacité de savoir pourquoi ils votaient. Et ça, c'est vraiment prendre les électeurs quand même pour des gros trous de balle. Moi, ça me rappelle un peu un truc, en fait, toute cette histoire de logocratie. Genre, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en train de regarder Clément, parce que j'aime bien regarder Clément, et il était en train d'expliquer, et ça m'avait vraiment mis en colère, qu'en fait, lui, il avait une analyse où on serait dans une relation toxique avec Emmanuel Macron. Et que Macron, en fait, il utiliserait avec nous des techniques, en gros, de pervers narcissiques.
des techniques de manipulation qui seraient des trucs où en fait, du coup, on serait tous sous emprise du pouvoir. Et je vous jure que c'est vrai, je l'ai entendu dire ça. Je peux pas retrouver là l'extrait comme ça de tête, mais je vous jure que je l'ai entendu dire ça. Et en fait, je trouve que c'est un peu, ça se voit que du coup, c'est un problème pas dans la forme de ce qu'il dit, mais vraiment dans le fond. C'est-à-dire que non, le problème, c'est pas que Macron, c'est un mauvais manipulateur, genre. Polycule de zinzin. Ah, sacré polycule, ouais. Mais, euh, mais je veux dire, c'est hyper individualisant, je veux dire, comme façon de voir les choses. C'est en mode genre, oh là là, Macron, en fait, c'est juste une espèce de pervers narcissique qui nous dirigerait tous avec des mensonges et des manipulations. Sans oublier que... Oui, quelqu'un a écrit un bouquin là-dessus, hein, quand même. Et alors, moi, j'avoue que en fait, ça me dérange parce que il y a un vrai manque de respect, j'ai l'impression, pour les victimes de mecs qui sont des manipulateurs violents. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, penser que là, maintenant, nous tous, collectivement, on est en train de vivre une emprise de la part de Emmanuel Macron, le vilain manipulateur pervers narcissique, c'est ne pas respecter les femmes qui vivent ça. Et genre, c'est vraiment faire un parallèle bizarre. Genre, je suis désolé de le dire, hein, mais moi, ça me dérange un peu, quoi. Genre, sur le fond de ce qui est dit, tu vois, je suis en mode, ben non, quoi. Genre, il y a des parallèles à peut-être éviter, tu vois. C'est comme quand tu fais des parallèles cringe en disant que machin, il a violé quelqu'un alors que c'est pas du tout le cas, tu vois. En mode, genre, rhétoriquement, bah, en fait, c'est super désagréable et c'est super humiliant. Enfin, pas humiliant, mais genre, c'est pas cool pour les gens qui ont vraiment vécu ça. Et donc, du coup, moi, j'avoue que c'est une analyse qui me dérange profondément. En plus d'être une analyse extrêmement libérale, extrêmement. Parce que c'est la même critique que je fais sur justement le fameux concept de pervers narcissique, qui pour moi n'est pas un concept efficient dans le patriarcat pour réussir à se sortir de ces histoires. Moi, je pense qu'il faut simplement parler de culture du viol et expliquer que les mecs sont effectivement éduqués comme des manipulateurs violents et que ce ne sont pas certains mecs qui sont, oh là là, des mauvais pervers narcissiques, je sais pas quoi. Non, ça marche pas comme ça. Tous les mecs sont des potentiels manipulateurs violents parce que c'est juste comme ça qu'ils ont été éduqués. Genre, il y a une vidéo de Blast avec l'écrivain, c'est intéressant. Je crois pas que ce soit très intéressant, à vrai dire. J'avais vu un petit peu des morceaux et j'étais en mode, vas-y. Le problème, c'est que si je fais que des réacts de ces trucs-là sur Blast, ça va me mettre en colère et après, je vais être en bif avec Blast et j'ai la flemme. Mais, bah, typiquement, Clément Viktorovitch, il a été invité sur Blast pour parler de son truc de logocratie. Mais Blast, il invite plein de gens où je suis pas d'accord avec eux, qui ont des analyses très idéalistes, moi, me plaît pas tant que ça. En tout cas, moi, ça me rappelait un peu ce truc de oulala, Macron, c'est un pervers narcissique. Genre, déjà que c'est un concept que je pense qu'il est intéressant d'éviter enfin, qu'il est important même d'éviter lorsqu'on parle de patriarcat et de féminisme, même si moi j'ai aucun problème avec le fait que certaines victimes utilisent ce concept pour elles, cop et mieux gérer la situation et aucun problème avec ça, tu vois. Le fait est que si on cherche à parler par exemple de justice non punitiviste, le concept de pervers narcissique, bon, c'est très essentialisant. Alors, c'est parti pour les grenouilles. Un peu comme ces grenouilles plongées dans une casserole que l'on chauffe lentement. Les citoyens exposés. Ah, c'est horrible comment on cuisine les grenouilles, putain. Ah, pauvre bête. Exposés au discours macronien, auraient fini engourdis, incapables de réagir ou même de relier les politiques qu'ils subissent à ceux qui les ont décidés. À ce niveau, ce n'est plus de la rhétorique, c'est de l'hypnose. Ce qui est plus ou moins l'analyse premier degré de Fabien Olicard, d'ailleurs, je crois, hein. Olicard, il est en mode Macron, c'est un hypnotiseur. N'est-ce pas d'ailleurs ce que sous-entend Viktorovitch quand il parle de sortilège de la post-vérité qui rendrait à elle seule possible les pires dérives? C'est une vision hyper déterministe du langage que nous propose ici Viktorovitch. Elle rejoint l'idée que nous pourrions penser que ce que notre langue nous permet de penser, une rhétorique connue en linguistique sous le nom d'hypothèse Sapir-Whorf, largement discréditée depuis les années 1970. Une illustration stupéfiante nous est livrée lorsque l'auteur attribue la réussite du pouvoir à imposer des lois liberticides à une seule figure de style, l'anticatatase, un nom chic en rhétorique pour désigner un renversement de sens. Ainsi, la loi dite anti-casseur de 2019 a pu être adoptée. Ce ne serait pas en raison d'un passage en force autoritaire, mais simplement parce que le gouvernement l'aurait présenté frauduleusement une loi visant à protéger la liberté de manifester, ce qui aurait suffi pour court-circuiter les velléités d'opposition de la population. Et Viktorovitch l'écrit noir sur blanc, ces remises en cause inédites des libertés n'ont été rendues possibles que par un discours se permettant de nier les yeux dans les yeux une réalité visible de tous.
Ça, les gens, c'est des immenses conneries. C'est genre assez grave à quel point c'est des dingueries. Genre, enfin, je suis désolé, mais non. Les lois sécuritaires ne passent pas parce qu'ils ont le bon discours. Les lois sécuritaires passent parce qu'il y a un rapport de force entre les syndicats de police, le gouvernement, et que la dérive autoritaire n'a pas commencé avec Macron. Je veux dire, sous François Hollande, on a quand même eu, genre, littéralement, l'état d'urgence permanent. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de plus? Et ouais, du coup, Echarp nous précise que Sapphire Wars, en gros, c'est de dire qu'on ne peut penser les choses que si on a des mots pour les dire, et que si on nous enlève les mots, on n'arrive plus à penser. C'est le présupposé d'Orwell. Et en fait, ça ne marche pas comme ça du tout. Au contraire, on crée des mots pour répondre aux besoins. Ça sert littéralement à ça. Oui, voire on utilise des mots, en fait, qui, à la base, n'avaient pas le bon sens pour dire les trucs qui avaient du bon sens par rapport à ce que nous, on tente de raconter. Il y a une très bonne vidéo de Linguisticae qui parle de ça et qui démonte l'hypothèse Sapphire Wars. Je crois que c'est sa vidéo sur, justement, Orwell, au passage. Je la recommande. Et donc, en fait, non, ce n'est pas parce que ils ont eu le bon discours que la loi elle a pu passer. C'est débile de penser comme ça. En fait, c'est vraiment ignorer le rapport de force entre à la fois la police et les manifestants, mais aussi entre la police et le pouvoir. Et c'est aussi ignorer le fait que la dérive autoritaire de la 5ème République, elle n'est pas permise par des discours, elle est permise par la 5ème République, en fait, hein, qui a été mis en place par un putain de général des armées. Genre, je sais pas. Cette interprétation est pour le moins déroutante quand on se souvient que cette loi de 2019 reprend largement un texte similaire voté en 1970. Visiblement, le gouvernement de l'époque n'avait pas eu besoin de telles acrobaties rhétoriques pour arriver à ses fins. On pourrait s'attendre à ce qu'un procédé censé permettre à ses utilisateurs d'imposer leur pouvoir sans résistance livre des résultats politiques spectaculaires. Or, si piège logocrate il y a, il semble pour le moins bancal à mesure que le président enchaîne les revers électoraux et voit sa base sociale rétrécir à vue d'œil. Tout porte à penser que les seuls jugements que tout porte à penser que les seuls jugements que les discours de Macron sont parvenus à influencer sont ceux qui se retournent contre lui. L'effacement des rapports de classe. Et alors ça, c'est le cœur de la critique avec Viktorovitch. C'est que c'est pas du tout un marxiste, quoi. Genre vraiment, c'est qu'il est très, très idéaliste. Il pense vraiment que le monde est dirigé par des idées, et que du coup, si on a les meilleures idées, bah, on peut diriger le monde parce que c'est ça la démocratie. Et que si on arrive au pouvoir avec les bonnes idées, bah, on va pouvoir réussir à bien diriger, sauf que ça marche pas du tout comme ça, les choses, en vérité, genre. La lecture de Viktorovitch, qui reprend à son compte l'éthique de la discussion de Jürgen Habermas, je crois que je l'ai mal prononcé, pardon, relève un idéalisme profond. La société y est conçue comme un agrégat d'individus libres, animés par l'intérêt général et capables, par le seul débat rationnel, de parvenir à une solution optimale. Le tout sans conflit d'intérêt ni rapport de domination. Ce qui est exactement le discours d'Emmanuel Macron en 2017. Merde! Ah! Ah zut! Ah merde! Parce que je vous rappelle, c'était quoi le discours de Macron, hein? C'est qu'en fait, la gauche et la droite, ça sert à rien, parce qu'en fait, il suffirait juste qu'on soit pragmatique et qu'on prenne le bon, comment dire, qu'on soit tous le plus rationnel possible. En fait, on pourra trouver des solutions qui dépassent la gauche et la droite et qui sont des solutions les plus rationnelles pour tout le monde et qui sont les meilleures pour l'intérêt commun. Ah, miss-shot un peu. Il suffirait dès lors de mettre en place les bonnes institutions et d'encourager les bonnes pratiques de discussion pour que le dialogue se déroule proprement et que la vérité s'impose à l'abri des passions et des rapports de force. C'est exactement ce que je disais. Étrange paradoxe, car dans l'idéal qu'il revendique, le rhétoricien professionnel aurait tout du fauteur de troubles et se retrouverait rapidement contraint au chômage technique. En rhétorique, on appelle cela une contradiction performative. Actualisée. Son autre référence tutélaire, Pierre Rosanvallon, cité à 13 reprises, est lui aussi emblématique de ces théoriciens des bonnes intentions, dont la spécialité consiste à formuler des grands principes dont la noblesse rivalise avec l'abstraction. Le gouvernement doit agir pour le bien commun, présenter avec honnêteté et transparence son action, se retenir de tout usage abusif des moyens légaux à sa disposition, etc., etc. Et pourquoi pas, tant qu'on y est, aider mamie à traverser la rue. Et en vrai, genre, c'est pas une si grosse évidence que ça. Tout ce qu'on raconte depuis le début entre l'idéalisme, le matérialisme et tout, la vérité, ça remonte à des débats qui sont quand même assez old school. Parce que, genre, souvent, on présente comme ça le
le passage des différentes philosophies jusqu'au marxisme. En mode, voilà, il y a Spinoza qui a commencé à parler de déterminisme matérialiste. Ensuite, tu as plutôt Hegel qui va arriver avec une vision dialectique du monde, mais une vision idéaliste. Et en gros, derrière, ce serait Marx et Engels qui reviendraient avec une version dialectique et matérialiste, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais qui permet de résumer un petit peu ces choses-là. Et donc, en fait, ce que défend Viktorovitch, c'est la vision qu'il y a avant le marxisme. C'est la vision de Hegel. C'est une vision dans laquelle, en fait, pour lui, la dialectique, à savoir le conflit, c'était un conflit avant tout idéologique et que le monde avançait par la résolution de ces contradictions idéologiques. Et c'est ça qui était la marche de l'histoire. Et c'est pour ça que Hegel, c'était aussi un gros bandeur d'État. Et c'était un mec qui pensait qu'en fait, du coup, c'était vraiment l'État, à proprement parler, qui devait, du coup, matérialiser cette idéologie, qui devait matérialiser cette vision idéale du monde, en fait. Et du coup, c'était quelqu'un de très, très, très étatiste. Alors que nous, marxistes, on a plutôt tendance à vouloir abolir l'État parce que justement, on pense le système à l'envers. Nous, on part du matérialisme et donc des moyens de production concrets et donc des travailleurs et donc plutôt de détruire ce truc-là. Mais de toute façon, je pense qu'un jour, tous ces trucs un peu plus philosophiques, on fera vraiment un gros retour aux bases par rapport à ça. Tout ça pour dire que Clément Viktorovitch, il défend pas non plus une position minoritaire, il défend pas une position qui est non plus absolument folle. Il y a plein de gens qui ont pensé comme ça. Il y a plein de gens qui ont été idéalistes et des gens très sérieux, des gens vraiment de gauche, des gens qui nous ont permis d'avancer et d'avoir des vrais trucs, tu vois. C'est pour ça que je dis, c'est une critique de son concept, c'est une critique de ce qu'il raconte. Je trouve que c'est inefficient d'un point de vue politique, mais c'est bon, c'est pas un ennemi Viktorovitch par rapport à ça. C'est juste que son concept, je le trouve gaze. Mais il est pas inintéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Juste, faudrait revenir un peu aux bases. Genre, plutôt que de dire, oh là là, les gens nous mentent et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à nous manipuler, plutôt partir du principe que de base on est manipulé et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ça et d'essayer de voir d'où vient cette tendance-là. Le problème, c'est que si tu remets ça en question, il faut que tu remettes en question toute la structure de la démocratie française. Pas juste revenir à un système précédent. Donc en fait, c'est pour ça que je dis, genre, le Viktorovitch, genre, c'est pas non plus lunaire ce qu'il raconte. Juste, nous, on est vraiment pas issus de cette pensée-là et on trouve qu'il faut vraiment passer à autre chose. Genre, oui, c'est ça l'idéalisme depuis le 19e siècle. C'est un ingénieur de la langue, c'est un peu un ingénieur mental de la langue. Ouais, en vrai de vrai, c'est un peu ça. Pour Viktorovitch, c'est bien parce que Macron ne répond pas à ces règles de bienséance qu'il est critiquable et dangereux pour la démocratie. Parce qu'il est l'ennemi d'une valeur absolue, la vérité. Et alors ça, par contre, c'est vrai que normalement, on est vraiment passé à autre chose, autant philosophiquement que politiquement. Genre, le concept de vérité, à l'aide. Genre, enfin, moi, il me semble quand même que même, genre, au lycée, en terminale, on a expliqué que la vérité, c'était pas ça. Genre, enfin, que la vérité, c'était pas quelque chose de facile, c'était pas quelque chose d'accessible, que c'était pas quelque chose d'absolu. Genre, ça devrait quand même être la base de la base de la base. Genre, il me semble quand même que, enfin, moi, je suis désolé, mais je l'ai vu en première, ça, quand même. Dans Logocratie, pas de remise en cause des choix économiques et sociaux du locataire de l'Élysée. Tout se joue dans la forme. Or, si la vérité est bel et bien la clé du pouvoir en démocratie et qu'elle est maniée par ceux qui gouvernent, peut-on réellement la dissocier des politiques qui mènent pour la réduire à une simple... Attendez. Peut-on réellement la dissocier des politiques qu'ils mènent pour la réduire à une simple vérification des faits à la façon des fact-checkers? Dans sa deuxième thèse sur Feuerbach, Marx rappelait que la recherche de vérité ne pouvait être qu'une affaire pratique, pertinente uniquement dans sa capacité à transformer les conditions d'existence. Et oh là là, je suis vachement d'accord avec ça. Autrement dit, ce n'est pas l'immoralité d'un Macron avide de pouvoir personnel qu'il faut interroger, mais la logique matérielle qui rend ses actes, en l'occurrence ses attaques sur les libertés, nécessaires à la mise en œuvre de son projet politique, qui, comme tout projet politique, vise la transformation des conditions de vie. Ça se prononce Feuerbach, merci. Feuerbach. Vous avez tous écrit des trucs. Contrairement à ce que semble penser Viktorovitch, les pratiques du pouvoir ne forment pas un circuit séparé du reste du monde. La sphère politique dépend de la sphère économique. Aussi, quand les élites organisent l'érosion de leur propre régime démocratique, ce n'est pas par pur plaisir du contrôle, mais pour rendre possible les transformations économiques qu'ils ne pourraient pas passer dans l'état actuel des contre-pouvoirs. Quoi que Macron dise, Macron
sa parole sert toujours les intérêts matériels de la classe qu'il défend, ceux de la bourgeoisie et de ses alliés du moment. La distinction entre le vrai et le faux importe peu tant que le discours remplit sa fonction, propager l'idéologie de cette classe, c'est-à-dire le système d'opinion qui fait passer ses intérêts particuliers pour l'intérêt général. Donc là, en gros, ce qui est raconté, c'est que, genre, ce qui est vraiment en conflit, c'est pas la vérité et les mensonges, c'est des visions du monde. C'est des visions morales, éthiques, tout ce que vous voulez, qui viennent structurer ta réalité. Là où l'idée de logocratie voudrait nous faire croire que le pouvoir repose avant tout sur une manipulation du langage, il faut rappeler que le discours ne gouverne pas par lui-même, mais sert à légitimer des rapports de domination déjà existants, rapports que Viktorovitch ne mentionne jamais. Exemple très concret qui devrait vous parler. Le racisme. Le racisme en tant qu'idéologie biologisante, le racisme, on va dire, en tant que pensée des races biologiques, arrive après justement le racisme en tant que mode de gouvernance. C'est-à-dire qu'on a d'abord fait des États avec de la ségrégation, avec des concepts raciaux, pour faire une exploitation coloniale du monde, exploitation coloniale qu'on est venu juger a posteriori par une théorie raciste qui est venue s'adapter pour justifier l'exploitation des populations racisées. C'est pas d'abord on a pensé le racisme et ensuite on l'a appliqué pour exploiter les Noirs et les Arabes. On a d'abord exploité les Noirs et les Arabes, et les Asiates aussi, pour ensuite créer une théorie qui vient coller à ce truc-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant que la façon raciste de gouverner le monde, elle a évolué avec le post-colonialisme, le discours autour du racisme biologique, le discours autour des races humaines a disparu. Ce discours-là, maintenant, c'est devenu le racisme dit culturel, où en fait, on va t'expliquer que en fait, les Arabes viennent de la culture arabe, et que du coup, c'est incompatible avec la culture française dans laquelle on vit. Et en fait, au lieu de dire qu'on est des races biologiques essentiellement définies par notre essence en tant que race, ça va plutôt venir expliquer qu'en fait, notre essence, elle est dans notre culture et qu'elle est construite historiquement, mais ça reste quand même à la fin, tu es un arabe qui a grandi dedans, et puis voilà, c'est tout. C'est un peu la poule ou l'œuf? Non, bah non, désolé, genre, c'est historicisé ce que je raconte, hein, c'est pas aussi simple que ça. Après, évidemment, on est toujours sur un système qui va s'échanger. C'est-à-dire que une fois que tu as mis en place des politiques, que tu as créé ton idéologie raciste, bah, des fois, ton idéologie raciste, elle va te pousser à mener certaines politiques. Sauf qu'en vérité, c'est toujours quasiment systématiquement de la justification a posteriori. Ce qu'il faut regarder concrètement, c'est les intérêts de classe qui sont en jeu et c'est qui sont les personnes qui se font exploiter. Les discours, au final, ne servent qu'à justifier ça, entre autres. J'espère que c'est un peu plus clair. La traque du mensonge n'est pertinente que lorsqu'elle met au jour les contradictions de l'idéologie bourgeoise. C'est en dévoilant les rapports de domination dissimulés derrière ces énoncés que l'on peut dissiper la fausse conscience qu'ils répandent. Ce mécanisme qui pousse les dominés à consentir à l'ordre social qui les subordonne. À ce jeu-là, Macron ne fait pas vraiment dans l'originalité quand il affirme qu'il faut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps, négligeant les énormes écarts d'espérance de vie en bonne santé entre les classes sociales, ou lorsqu'il prône une baisse d'impôts pour les classes moyennes, dont les bénéficiaires finaux seront en réalité les plus hauts revenus, au prix d'un définancement aggravé des services publics qui, eux, profitent au plus grand nombre. La logocratie serait-elle donc aussi vieille que le capitalisme? Même ici, on voit bien que ce n'est pas tant une loupe rhétorique désincarnée qu'une lecture politique, voire, disons-le tout haut, militante, qui est nécessaire. Macron, avatar transparent de la lutte des classes. La vie politique n'est pas un duel entre le vrai et le faux, mais un lieu d'affrontement entre des classes sociales, affrontement qui, ces dernières décennies, a pris pour arène la question de la poursuite ou non du dogme néolibéral. En gros, les politiques qui sont menées depuis 50 ans. Car Emmanuel Macron est loin d'être le marcheur sans destination qui aurait charmé les foules par la seule force de sa verve. De sa verge. Comme nous le suggère Viktorovitch, dès 2017, l'adhésion de l'ancien banquier d'affaires au libéralisme économique était parfaitement explicite et identifiée par les électeurs.
Rappelons que son programme annonçait, entre autres, mesures, 60 milliards d'euros de coupes budgétaires, la retraite à point et une nette diminution des cotisations sociales. La structure de l'électorat macroniste de cette année apporte la preuve d'une adhésion idéologique claire. Selon l'enquête Fracture française 2017, 69% de ses sympathisants estimaient que la France évoluait vers trop d'assistanat et la moitié considérait qu'il fallait limiter au maximum le rôle de l'État dans l'économie française. Ça les gens, il n'y a pas besoin d'avoir des discours de logocratie pour que les gens soient convaincus par ça. Il suffit juste qu'ils soient allés à l'école. À titre de comparaison, ces proportions n'atteignent que 40% et 26% chez les partisans d'un parti socialiste, encore sous direction hollandiste. C'est aussi de très loin l'électorat chez lequel le sentiment d'avoir connu une ascension sociale était le plus élevé. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le langage a accompagné le projet de société de celui qui déclarait fièrement à un ouvrier qu'il suffisait de travailler pour s'acheter un costard et qui exhortait les jeunes à avoir envie de devenir milliardaires. Moi je me souviens même qu'à cette époque-là, j'avais des gens qui ont voté pour Macron qui me disaient aussi, genre pleinement, moi je pense que c'est logique qu'un patron d'entreprise dirige la France parce que les patrons d'entreprise dirigent bien les entreprises et que du coup on pourrait essayer pour la France de diriger la France comme une entreprise. Je me souviens que les gens disaient ça premier degré. C'est donc sans surprise que les catégories sociales appelées à bénéficier d'une telle orientation se sont ralliées à lui en pleine connaissance de cause. L'apôtre de la Startup Nation fut plébiscité par les cadres, un tiers s'exprimant pour lui, soit presque 2 fois plus que pour le candidat de la droite traditionnelle, François Fillon. A l'inverse, il a été logiquement boudé par les ouvriers et employés, les deux catégories les plus exposées au démantèlement annoncé de l'État social. Ici, pas de manipulation ni de mirage rhétorique, seulement des agents de classe qui votent pour ce qu'ils perçoivent comme leurs intérêts. Donc, c'est la classe qui a voté, c'est pas les discours. 1 an à l'Élysée et une suppression de l'ISF plus tard, le constat devient plus accablant encore. 70% des Français classe le président à droite contre seulement 9% à gauche. Plus de doute possible, les citoyens ont compris ce qu'était le phénomène Macron. Loin d'être des spectateurs passifs et manipulés, ils réactualisent le positionnement du président à mesure que ses politiques affectent leurs conditions de vie. Ils le montreront avec éclat, avec le mouvement des Gilets jaunes. Que dire enfin de la présidentielle de 2022, où le vote Macron fut décrit comme le plus bourgeois de l'histoire. Bref, il est clair qu'aucun effet de manche n'a réussi à faire oublier le contenu des programmes et des conséquences concrètes des décisions macroniennes, à savoir la dégradation des conditions d'existence du salariat au profit des gains du capital. Et ça me semble absolument fondamental de comprendre ça à tout le monde. C'est que, in fine, c'est surtout la vision concrète et les politiques concrètes qui ont fini par convaincre les gens de voter pour ce mec. On s'en fout des discours, genre vraiment. Les spasmes d'un ordre à l'agonie. En contradiction complète avec l'idée de logocratie, Macron n'agit pas dans l'impunité du mensonge. Chacune de ses offensives est contestée. Chaque provocation crée l'indignation. Chaque mouvement social qui émerge ébranle son pouvoir. Là où les promoteurs du tout marché réussissaient encore à susciter un certain niveau d'enthousiasme dans les années 90-2000. Le stade de pénurie généralisée que traverse le capitalisme fait qu'il se heurte aujourd'hui à un peuple devenu hostile. Seul le passage en force subsiste pour continuer à imposer la continuation du cycle néolibéral. Et là, vous voyez que en fait, là, on explique aussi pourquoi... parce qu'en fait, ce que nous, on dit, les gens plutôt marxistes, plutôt matérialistes, c'est pas genre Macron, c'est pas d'ignorer complètement le fait qu'il y a des mensonges et qu'il y a de la manipulation, etc. C'est juste que nous, on va l'expliquer différemment. Nous, on va pas chercher à expliquer, genre, pourquoi. En fait, lui, il va dire, il y a des politiques autoritaires. Pourquoi? Sa réponse, parce que des manipulateurs nous dirigent. Nous, on va plutôt expliquer que, en fait, les politiciens nous manipulent et sont obligés d'avoir un rapport de force plus violent avec nous, parce que le capitalisme est dans une phase de pénurie dans laquelle, en fait, les rapports de force vont être de plus en plus tendus entre les classes bourgeoises et les classes plus prolétaires. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est que du coup, il y a des mises en tension entre les gens les plus riches de la société et les gens les plus pauvres de la société qui mènent à plus de brutalité démocratique,
tout simplement. C'est pas la brutalité démocratique qui explique, c'est pas dans ce sens-là. Seul le passage en force, les attaques menées contre les libertés et les contre-pouvoirs ne sont pas des dérives accidentelles, mais les conditions politiques nécessaires à la survie d'un système qui ne convainc plus assez pour maintenir les masses à la maison. Et je dirais même que les attaques menées contre les libertés, ça fait partie du fonctionnement normal du capitalisme. Ça fait partie du cycle logique de crise et de pénurie qui est sous-tendu, qui est provoqué par le fonctionnement même du capitalisme, en fait. C'est un cycle qui est normal et naturel à l'exploitation humaine, en fait. Il en va de même pour le terme infamant d'islamo-gauchisme, qui ne saurait être réduit à une notion fourre-tout, où chacun projette ses peurs sur un groupe non clairement défini. Il ne s'agit pas d'un mensonge ambigu, mais d'un projet politique déterminé et bien compris par ceux qui épousent le terme, celui du pacte racial comme solution acceptable à la crise du néolibéralisme. Moi je suis d'accord avec ça, islamo-gauchiste ce n'est pas un terme creux et vide de sens. Ça veut juste dire la gauche antiraciste. Mais dit par des racistes, ça se prononce islamo-gauchisme. En réduisant les musulmans au rang de bouc émissaire et en délégitimant leur soutien, il offre des gains matériels modestes mais immédiats à travers des dispositifs comme la préférence nationale à la majorité blanche qui se dispense ainsi d'un affrontement plus coûteux et incertain contre la structure capitalistique. Et je suis vraiment d'accord avec ça, pour le coup, vraiment d'accord avec ça. Conclusion. Loin d'être un outil analytique utile, le concept de logocratie nous plonge dans un monde d'illusions, où le peuple serait voué à demeurer captif des ruses et de ses gouvernants, et où les rapports de force seraient dissous dans la syntaxe. Sous son couvercle, la lutte politique perd tout sujet collectif et devient un face-à-face entre manipulateurs et manipulés. Et vous pouvez faire du coup maintenant un petit pont entre mon react sur Jean-Marc Jancovici et celui que je suis en train de faire là maintenant, parce qu'au final on se retrouve face à deux situations qui sont assez similaires. D'un côté du coup tu as un ingénieur spécialisé en sciences qui explique que ce qu'il faudrait faire pour résoudre le problème c'est que les gens soient un peu meilleurs en sciences. De l'autre côté on a un mec qui est un espèce de scientifique de la rhétorique qui pense que pour que le pouvoir s'applique correctement il faudrait que les gens soient plus formés en rhétorique. D'où les parallèles en mode que les gens font dans le chat depuis tout à l'heure en mode c'est un peu un ingénieur du langage. L'émancipation ne dépend ne dépend dès lors plus des positions sociales et des mobilisations, mais des compétences oratoires. Et qui d'autre qu'un technicien du verbe, qu'un prodige de l'éloquence, pour tendre la main au peuple confus, percer le brouillard qui pèse sur le débat public et le guider vers la lumière démocratique. Il fallait bien un docteur en rhétorique pour inventer une maladie du langage et proposer aussitôt sa propre ordonnance. Et c'est là où je suis un peu d'accord. C'est qu'au final, je pense que les gens de Position Revue seraient assez d'accord si je disais le mot boutiquier, là, tout de suite maintenant. Parce qu'au final, c'est ça qui se joue. T'es face à une situation politique de merde, et du coup, tu proposes ta solution à toi, qui est une solution un peu individualisante, qui se rapproche, désolé de le dire, pas mal du dev perso. Au final, le contenu de Clément, et au final, ce qu'il dit avec la logocratie, c'est une forme de dev perso politique, dans laquelle, en fait, on va te donner une formation qui te permettra de mieux faire face aux mensonges de l'État. Et c'est pas avec ça qu'on va changer le monde. Genre, je suis désolé, hein, mais... C'est pas moi la boutique? Oui, c'est aussi moi la boutique. Mais la vérité, c'est que là, du coup, tu comprends aussi la dimension qu'il y a de ce mec à son expertise. Du coup, il va dire que c'est lui qui peut apporter le problème parce que de son prisme d'expertise, c'est bizarrement et étonnamment tout pile son expertise à lui qui correspond pour pouvoir régler le problème. Et du coup, il va te vendre littéralement des solutions qui sont, comme par hasard, les siennes. Et du coup, je vois le problème. Mais bon, après, je pense que maintenant, ils ont compris position revue qu'il fallait arrêter de traiter tout le monde de boutiquier parce que sinon, ça finit mal. Mais moi, je continuerai à le faire parce que Mao Zedong. Mais bref, en tout cas, je pense qu'on a fait un bon tour de ce que j'avais envie de dire autour du concept de logocratie et plus généralement de post-vérité. Parce que je trouve que la post-vérité... Enfin, logocratie égale post-vérité. Il n'y a pas vraiment de différence en vrai entre les deux concepts, tu vois. Juste, il en a fait un truc un peu plus francophone. Mais moi, j'ai un très gros problème avec cette analyse où tu pars du principe que la politique, c'est avant tout le discours. Et ça, c'est la même vision des choses que les gens qui pensent que, et ça va résonner normalement, notamment avec le prochain sujet où on va parler des zététiciens,
autour de la question, justement, du fait que non, la politique, ce n'est pas le débat. Désolé de le dire, mais ce qui caractérise la politique, c'est pas le débat. C'est pas le débat politique qui est au centre de comment on fait de la politique. Au bout d'un moment, stop avec ça. Stop mettre le débat politique sur un piédestal et dire que c'est ça, en fait, l'alpha et l'oméga de comment est-ce qu'on devrait prendre des décisions. C'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. Genre, la politique, c'est avant tout la vie des gens. C'est des conditions concrètes d'existence, des conditions sociales, des conditions d'organisation sociale. C'est avant tout décider qui va vivre et qui va mourir. C'est pas juste des débats, c'est un rapport de force. Il y a un conflit, mais ce conflit, il n'est pas juste idéologique. C'est un conflit entre des classes sociales, c'est une lutte des classes. Et je vais conclure sur ça, revenir un peu de temps en temps à cette base-là. Genre, stop, pensez que... D'autant plus que, je suis désolé, mais mettre le débat au sommet du top, du top, du top de la politique, de ce qui devrait être bien, ça revient à, encore une fois, laisser le pouvoir aux bourgeois. Qui sont les gens qui parlent le mieux? Qui sont les gens qui peuvent avoir fait des études pour bien parler? Qui sont les gens qui, de par leur simple contexte social, s'expriment mieux que les autres? Les putains de bourgeois, en fait. Donc non, je suis désolé, faut pas qu'on donne le pouvoir à la personne la plus convaincante, parce que c'est un peu des conneries, et ça ne sera jamais ça qui permettra d'obtenir les politiques les plus rationnelles et éclairées. Ce genre de truc, ça ne fonctionne pas. Genre, ça ne marche pas, je suis désolé. Mais bon, ça m'empêchera pas de continuer à regarder les vidéos de Clément Viktorovitch, parce que c'est hyper divertissant, et son spectacle a l'air bien, voilà. Sur ce, je vais vous laisser YouTube. N'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ton meilleur sub, ton meilleur commentaire. Si t'as envie de boost des vidéos, parce qu'apparemment c'est un système qui existe, n'hésite pas à booster mes vidéos. Nous, on va accueillir Echarpe pour la suite de ce stream. Kiss YouTube.